beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup que je puisse venir vous parler de mon sujet préféré, les vaches taries. Le titre semble peut-être un petit peu bizarre, faire du lait avec nos taries, mais en fait, ça dit exactement ce que ça veut dire. Si on veut faire du lait, ça commence avec les taries, puis c'est là qu'il faut commencer à y penser. Si on y pense juste en début de lactation, ça va être un petit peu dur de les faire décoller. Donc, une bonne lactation, ça se prépare. Moi, j'y crois vraiment, puis j'espère que c'est ça que ça va vous dire aujourd'hui aussi. La période de transition, tout le monde est commun, tout le monde connaît le terme période de transition, la période avant, après vêlage. Si je vous la mets en image, là, moi, je trouve que ça ressemble à une vache qui était vachée sur le divan, qui n'a rien à faire à part écouter la télé. Puis quelques jours plus tard, on voudrait qu'elle court un marathon, puis qu'elle gagne, bien sûr. Okay? On veut une vache qui passe de ça à ça, en l'espace d'à peu près 3-4 jours maximum, idéalement, pour qu'elle décolle le plus vite possible. C'est sûr qu'on veut toutes avoir la championne ici qui va gagner puis qui va avoir le meilleur départ en lait, mais on oublie tous qu'elle était là il y a 3 ou 4 jours puis qu'il faut la préparer si on veut qu'elle y arrive. Donc, comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on la prépare? Il y a 2 principes clés super importants qu'il faut absolument respecter. Premièrement, il faut faire un suivi ultra rigoureux de ce qui se passe dans cette période-là. Puis ensuite, une fois qu'on sait c'est quoi notre problème, comme nos coûts de production tantôt, une fois qu'on sait où est-ce qu'on en est, il faut travailler pour réussir à prévenir les problèmes si on en a ou trouver les solutions, mais avant qu'ils se pointent. Donc, réussir à travailler à la prévention beaucoup plus qu'au traitement, ça va toujours être plus avantageux. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on va focusser aujourd'hui puis qu'on va vous montrer comment y arriver. L'indice de transition. Est-ce que tout le monde ici est familier avec l'indice de transition? Qui est extrêmement familier avec l'indice de transition? Les employés Valacta, levez votre main, s'il vous plaît. Merci. Qui est pas du tout familier avec l'indice de transition? Vous avez le droit de le dire. Parfait, super. J'ai mis un peu d'informations, mais pas trop. Fait que ça devrait correspondre à tout le monde. Je vais prendre pour acquis que 95% du monde est moyennement familier avec cette affaire-là. L'indice de transition, c'est quoi? En explication très simple, ce qu'on fait, c'est qu'on prédit combien de lait que la vache devrait faire à son premier test. Okay? Donc, son premier test après le vêlage, combien de lait qu'elle devrait produire, puis on compare sa production réelle à ça. Si, par exemple, on a prédit qu'elle devait faire 25 litres de lait, puis qu'elle fait 25, elle va avoir un indice de transition de 0. Elle a fait exactement ce qu'on avait prédit, la différence entre les deux est 0. Si elle fait moins que ce qu'on avait prédit, elle va avoir un indice de transition négatif. Si, par contre, elle fait plus que ce qu'on avait prédit qu'elle allait faire, elle va avoir un indice de transition positif. En gros, ça nous dit, est-ce que sa transition a bien été correcte, ou est-ce qu'elle n'a pas bien été? Comment est-ce qu'on fait pour prédire combien de lait la vache devrait produire? On a 12 critères ici. C'est tous des paramètres qui font partie de l'équation. Okay? Vous n'avez pas besoin de savoir ça par cœur. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on prédit combien de lait qu'elle doit faire basé sur à quel jour en lait est-ce qu'elle est rendue, combien de lait qu'elle a fait dans sa lactation précédente, quelle durée est-ce que la lactation précédente a eu, pourquoi est-ce qu'elle a commencé sa lactation. Donc, si elle a vêlé ou si elle a eu un avortement, c'est sûr que on ne s'attend pas au même départ en lait, qu'on ne s'attend pas à la même production au premier test. Même chose pour la lactation précédente. Est-ce que c'était un vêlage ou un avortement? Le mois de vêlage, il y a des saisons de l'année où c'est un petit peu plus dur pour les vaches fraîches, puis il y a des saisons de l'année où c'est plus facile, donc on en tient compte aussi. Le pointage linéaire ou le comptage de cellules somatiques au dernier test de la lactation précédente, sa durée de tarissement, combien de fois qu'on la traite, donc une vache qui traite 2 fois par jour, 3 fois par jour, ça rentre dans l'équation aussi. Puis ensuite, la parité de la vache, donc une première, deuxième, troisième lactation, et sa race finalement. Okay? Donc, tous ces paramètres-là sont inclus dans l'équation. On met tout ça ensemble, on prédit un chiffre qu'on s'attend que la vache produise, une quantité de lait, puis on compare sa production réelle à ça. C'est super simple. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, les impacts que ça a. Okay? Ça, c'est des données du Québec, donc sur les analyses qu'on fait chez Valacta. C'est sur 99 629 vaches, fait que c'est quand même un pas pire nombre de vaches dans l'étude. En gros, les vaches qui ont un indice de transition de moins 2000, okay, donc ça n'a vraiment pas bien été, vont faire moins de lait que celles qui ont un indice de transition de plus 2000. Okay? Donc, même chose qu'on sait déjà, un bon départ en lait en début de lactation nous dit que la vache va faire plus de lait dans sa lactation. Grosso modo, c'est pas mal 1 pour 1. Pour chaque tranche de 100 points sur l'indice de transition, elle va faire 100 litres de lait de plus dans sa lactation.
Donc, ça vaut la peine de travailler pour avoir un indice de transition positif le plus haut possible. Les composantes, même chose. Okay? En vert, c'est le gras 305 jours. En bleu, la protéine 305 jours. Plus l'indice de transition est haut, plus la vache va avoir des composantes élevées dans sa lactation totale. Donc, ça vaut la peine d'avoir un indice de transition positif et le plus haut possible. Maladie métabolique. Comment est-ce que ça affecte l'indice de transition? Je m'excuse, c'est peut-être un peu petit pour les gens à l'arrière, mais ici, les vaches qui n'ont eu aucune maladie métabolique. Ensuite, les vaches qui ont eu une fièvre de lait seulement, une mamite seulement, de la boiterie, acétonémie, métrite, déplacement de caillotte. Donc, vous voyez, les maladies métaboliques affectent l'indice de transition. Ce que ça veut dire, c'est que les maladies métaboliques affectent le départ en lait de nos vaches. C'est tout à fait logique. Okay? Ça fait juste prouver que cet outil-là nous dit ce qu'on s'attend, mais ça nous dit aussi que si l'indice de transition n'est pas bon, il y a eu un problème ici sur lequel il faut travailler. Puis c'est là qu'on va arriver à la prévention tantôt. Le nombre de maladies. Une vache qui n'a aucune maladie va avoir un meilleur indice de transition, donc un meilleur départ qu'une vache qui a une maladie, 2 maladies, 3 maladies. Puis plus on augmente le nombre de maladies, pire que ça va devenir. Vous le savez tous déjà aussi, si notre vache a un problème, souvent elle va finir par en avoir un deuxième. Fait que si on réussit à en prévenir un, on peut peut-être réussir à en prévenir plusieurs aussi. Donc, c'est super simple. On peut finir la conférence ici. On a juste à éviter toutes les maladies métaboliques, puis nos vaches vont toutes être des marathoniennes, puis vont gagner le marathon. Donc, on a rattrapé le retard. C'est juste pas si simple que ça tout le temps. Puis, il y a des fois des cas qu'on ne voit pas, qu'on n'est pas capable de deviner, puis c'est là qu'il faut réussir à y travailler, puis à savoir si on a quand même un problème ou non. Donc, c'est quoi les facteurs qui affectent l'indice de transition? J'imagine qu'il y a des producteurs en stabulation libre, des producteurs en stabulation entravée, fait que je vais faire les 2 cas séparés. Stabulation libre, c'est une étude par Ken Nordland, qui est le concepteur de l'indice de transition. Okay? Valacta, on achète une licence pour pouvoir utiliser l'indice de transition. Le monsieur au Wisconsin a fait une étude sur une centaine de fermes en stabulation libre, puis il est allé regarder c'est quoi les principaux facteurs qui expliquent un bon indice de transition, donc un bon départ au lait. Premier critère qui est sorti, en ordre d'importance, donc le plus important, l'espace à la mangeoire. Okay? Combien de place est-ce qu'on donne à nos vaches à la mangeoire? Autant pour les groupes en préparation vêlage que pour les groupes de vaches fraîches. Super. Fait que la conclusion, c'est que ça prend de l'espace à la mangeoire. Combien d'espace à la mangeoire? C'est là que des fois, c'est pas évident. Donc, on a fait une étude archi-scientifique. On a mis un galon à mesurer attaché avec 2 tie wraps sur la pipe à lait en haut des vaches. On s'est mis en arrière des vaches, puis on a pris des photos avec une caméra. Ensuite, on s'est amusé à tracer des lignes. Okay, vous voyez, là, la table est dans mes jambes. La ligne jaune, on a tracé une ligne ici, une ligne ici. On a zoomé, puis on est allé prendre les mesures. Okay, ce qu'on voulait faire, c'était voir une vache, quelle largeur est-ce que ça a quand c'est en position pour manger. Donc, on a donné du grain aux vaches en avant. On a mis notre tape, puis on s'est mis en arrière des vaches. On a pris des photos pour voir quelle largeur de bedaine que ça avait en position quand elles mangent la ration. On est arrivé à une conclusion vraiment, vraiment très surprenante. Les vaches qui sont taries ou préparation vêlage sont plus grosses que les autres. OK, celle-là, on s'y attendait pas mal. On savait qu'on s'en allait vers ça. Ce qui est intéressant, par contre, là, on ne voit pas bien les lignes, mais c'est que ces vaches-là mesurent en moyenne 35 pouces de largeur de bédaine. 35 pouces de largeur de bédaine, c'est pas mal de largeur de bédaine. Ce qui veut dire que quand on a des carcans à 28 pouces, ou quand on a des carcans à 30 pouces, les vaches ne peuvent pas rentrer une vache par carcan. Okay? Vous avez probablement déjà vu cette photo-là, c'est des carcans à 30 pouces, les bédaines se touchent. Les vaches, des fois, n'aiment pas ça, vont avoir tendance à commencer à se mettre en angle. On va devoir sacrifier des carcans. Okay? Donc, dans les vaches qui sont en préparation vêlage ou dans les vaches fraîches, ça prend de la place. Ça prend beaucoup de place, puis il faut calculer assez de place si on veut maximiser l'indice de transition. Puis vous avez vu l'impact qu'un bon indice de transition peut avoir sur la production de lait. Donc, ça vaut la peine d'y aller. Donc, l'espace à la mangeoire, ça en prend pour nos prévélages parce que nos vaches sont grosses. Idéalement, 4 vaches pour 5 carcans, puis essayer de maintenir un pourcentage de population faible dans ce groupe-là. Okay? 80% au moins de population, c'est l'idéal. On essaie de garder ça le plus bas possible. Quelques limites raisonnables quand même. Pour les vaches fraîches, on veut maximiser la consommation. Vous savez tous qu'une vache, si elle mange
c'est bon signe. Donc, on veut que ces vaches-là puissent manger. Il ne faut pas qu'il y ait une vache dominante qui les tasse de là. Il ne faut pas que la proximité des autres vaches les dérange pour qu'elles n'aillent pas à la mangeoire. Donc, encore une fois, ici aussi, on essaie de garder le pourcentage de la population faible pour encourager les vaches à aller manger puis à consommer le plus possible. Autre facteur qui affecte l'indice de transition en stabilisation libre, j'ai écrit TCI, c'est l'abréviation de l'indice de transition. Réduire le stress lié au changement de groupe. C'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu mentionner souvent. Quand on ajoute une nouvelle vache dans un groupe, ça prend un bon 24-48 heures pour que la gang de filles là, puisse décider c'est qui la nouvelle boss. Là. Okay? Il faut tenir compte de ça. Donc, si on ajoute des nouvelles vaches à tous les jours ou à tous les 2 jours, le niveau de stress il est dans le tapis tout le long. Si on est capable de faire ça moins souvent, puis d'ajouter des vaches dans le groupe, disons, tous les lundis, bien, on a le stress élevé lundi, mardi, ça redescend, puis on est capable de garder le stress au minimum les autres jours, ce qui va favoriser la consommation des vaches pendant cette période-là, puis diminuer leur niveau de stress. Dimension des stalles et des parcs. Les vaches qui s'apprêtent à véler ont besoin de beaucoup d'espace. Okay, vous vous rappelez la première image, les vaches sont évachées sur le divan. Fait qu'il faut leur donner un gros divan. Leur job, c'est de s'évacher. Okay? Tout ce qu'on veut, c'est que les vaches se reposent puis se préparent pour la prochaine lactation. Quelle dimension est-ce que ça prend? L'idéal, 140 pieds carrés par vache. Pour ceux d'entre vous qui étiez au Symposium bovin laitier il y a environ 2 ans, je pense, Ferme Micheret ont présenté sur leurs nouveaux espaces qu'ils ont pour les vaches taries. Ça, c'est les photos. Ils ont dit que la première fois qu'ils ont entendu parler de 140 pieds carrés par vache, ils ont trouvé que Valacta était totalement cinglé, mais qu'ils ne retourneraient jamais en arrière maintenant. C'est l'espace qu'ils ont donné à leurs vaches, puis c'est exactement ce que ça prend pour maximiser la transition. 4e facteur qui est sorti dans l'étude du Wisconsin, la litière. Dans leur contexte, la litière idéale était le sable. C'est ce qui donnait le maximum de confort aux vaches. Dans ce qu'on voit en situation pratique, plus ici, pour ceux qui n'ont pas de sable, de la litière profonde, okay? Beaucoup de paille. Il faut que ça soit confortable. Les vaches passent leur temps évachées sur le divan. Okay? Ce qu'on veut, c'est qu'elles aillent se coucher. Il faut leur mettre ça le plus confortable possible. Et le 5e facteur qui est sorti dans l'étude du Wisconsin, être capable de repérer les vaches à risque. Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est qu'il faut être capable de les cibler le plus vite possible pour pouvoir les traiter le plus vite possible, puis ensuite travailler à la prévention. Donc, observer les vaches, faire des suivis d'état de chair, des suivis de santé, tout ce qu'on peut faire pour être capable de cibler si on a un problème ou non, va être extrêmement payant pour nos vaches taries. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a remarqué quelque chose concernant la ration dans les points que j'ai énumérés plus tôt? 0. Ce que ça veut dire, c'est donner n'importe quoi à vos vaches, ça ne dérange pas partout. C'est pas ça du tout que ça veut dire, OK? Mais ce que ça veut dire, c'est que vous auriez beau faire la meilleure ration pour vos vaches taries puis vos vaches en préparation au vêlage, si vous ne respectez pas du tout ces critères-là, ça ne va pas servir à grand-chose. La ration est quand même importante, par contre, ça ici, c'est primordial. Okay? Si la ration est parfaite, mais que les vaches ne vont pas la manger, ça ne sert à rien. Fait qu'il faut pas négliger tout l'aspect régie et environnement aux dépens de la ration. Ça prend une combinaison des deux pour y arriver. Si on s'en va maintenant en étable attachée, donc les facteurs qui affectent l'indice de transition en étable attachée, cette fois-ci, ce sont des données du Québec. Parce que des étables attachées, on en a pas mal, puis au Wisconsin, il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'on s'est chargé de ce volet-là de l'étude. 33 troupeaux, vous allez voir tantôt, des fois ça varie entre 33 et 48 troupeaux dans l'étude. Les données d'alimentation sont sur 33 troupeaux. Toute la régie est sur 48 troupeaux du Québec. Donc, les 2 facteurs principaux qui sont sortis, la consommation matière sèche des vaches fraîches, puis la composition de la ration. Donc, cette fois-ci, les 2 premiers critères qui sortent sont sur la ration. Okay? Contexte totalement différent. Je vous montre les données. Vous n'avez pas besoin de... Je peux vous expliquer ce que ça veut dire. En gros, la ligne ici, plus les vaches mangent, plus l'indice de transition monte. Quand l'appétit va, tout va. Tout le monde connaît la petite phrase. C'est exactement ça. Donc, en étable attachée, la ration est là. Il faut juste s'assurer qu'elle soit appétante pour que les vaches en mangent. Un point qui est sorti important, le niveau de protéines en préparation vêlage. Si le niveau de protéines est trop élevé en préparation vêlage, l'indice de transition va avoir tendance à chuter. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Des nutritionnistes dans la salle. Un excès de protéines, surtout si on parle de protéines dégradables, ce que ça fait, c'est que le foie
n'a pas le choix de commencer à détoxifier ça, le transformer en urée pour réussir à l'éliminer. Donc, le foie est en train de travailler alors qu'il n'est pas supposé travailler à faire ça. Donc, donner un excès de protéines dégradables aux vaches en préparation au vêlage va faire chuter la consommation. Puis, une vache qui arrête de manger avant le vêlage va avoir des problèmes après, ça, c'est certain. Donc, il faut bien balancer la ration, il faut s'assurer de répondre aux besoins, mais il ne faut pas aller dans les excès quand on est en préparation au vêlage. Prochain facteur qui sortait significatif en stabilisation attachée, la nervosité de la vache. Puis là, c'est un peu drôle, c'est une étudiante qui a fait le projet, puis elle posait des hobos, ce qu'on met aux pattes des vaches pour savoir le temps couché, le temps debout. Puis tout à coup, elle s'est rendue compte qu'il y a des étables où que les vaches étaient extrêmement nerveuses, puis d'autres étables où les vaches étaient super calmes. Donc, on lui a suggéré de commencer à noter. Noter dans quelle ferme, comment est-ce que c'était. C'est sorti le 3e critère le plus important. Donc, si les vaches sont extrêmement nerveuses, leur indice de transition va être moins bon. Le lien est peut-être un petit peu bizarre, par contre, ça suggère probablement autre chose. C'est des vaches qui vivent un stress. Vous avez tous déjà remarqué que les gens super nerveux, là, ils boivent du café toute la journée et ils sont super maigres. Là. C'est l'adrénaline, OK? Il y a trop de choses qui se passent dans ce corps-là. C'est pas ça qu'elle est supposée être en train de faire. Donc, garder le stress au minimum, c'est ça que ce critère-là suggère. L'utilisation du bolus Rumensin. Là, c'est sûr, le Rumensin, dans cette étude-là, a été significatif. Ça fonctionne super bien. Moi, ce que je vois comme message là-dedans, c'est un producteur qui est prévoyant. Les producteurs qui utilisent les méthodes de prévention puis qui mettent toutes les chances de leur côté ont plus de chances que la période de tarissement se passe bien. Ça ne veut pas dire nécessairement que le bolus Rumensin est essentiel partout ou obligatoire partout, mais dans un contexte où on soupçonne que ça pourrait aider, de travailler en prévention puis d'en fournir un a eu un impact bénéfique. Largeur de la stalle, donc autant la longueur que la largeur, les dimensions de la stalle, finalement, ont augmenté l'indice de transition. Donc, vous voyez ici, le confort des vaches est encore important. Extrêmement important, mais moins important que la ration, si on compare tantôt à ce qu'on avait en stabilisation libre. Et finalement, 6e point qui est sorti significatif, la fréquence de repoussage des refus. Les vaches taries, si on leur met la ration à 4 pieds en avant d'elles puis qu'on ne repousse pas dans la journée, il a beau avoir de la ration, elle a beau avoir la composition parfaite, la vache n'est pas capable de la manger, donc c'est sûr que ça a un impact négatif. L'autre chose là-dedans, si on passe un petit peu plus souvent, 3 ou 4 fois par jour, repousser les refus, ça nous donne une chance d'observer les vaches. Donc les vaches, dans cette période critique-là, si on passe un peu plus souvent puis qu'on jette un coup d'œil, c'est sûr que ça a un effet bénéfique pour diagnostiquer le plus vite possible des problèmes qu'ils pourraient avoir. Donc ça, c'est les facteurs qui affectent l'indice de transition. Probablement un des problèmes principaux qu'on a présentement au Québec, c'est l'acétonémie. Okay, vous en avez tous entendu parler, vous savez tous ce que c'est. Si je vous demandais une définition, vous auriez probablement chacun une définition extrêmement différente de ce que c'est l'acétonémie. Il y en a peut-être quelques-uns qui peuvent le sentir, ce qui est un test de diagnostic qui fonctionne quand même assez bien, mais malheureusement juste pour un petit pourcentage de la population. Puis pour tous les autres, bien, quand on voit que la vache ne mange plus et qu'elle maigrit vraiment beaucoup, bien, malheureusement, il est déjà rendu trop tard. Ce qu'il faudrait savoir, c'est quand est-ce que ça arrive avant pour être capable de prévenir plutôt que de réagir une fois qu'il est rendu trop tard. Ça, je l'ai mentionné vite tantôt. J'adore l'image. OK, c'est super vieux, 93. Là. C'est pas si vieux que ça, là, mais c'est vieux. En gros, ce que ça dit, là, c'est que les maladies en début de lactation sont toutes interreliées. Okay? Une vache qui a une maladie, par exemple, qui a de l'acétonémie, elle a 13,8 fois plus de chances de faire un déplacement de caillette. Elle a 1,7 fois plus de chances de faire une métrite. Si c'est un veau mâle, femelle, c'est 0,6 fois plus de chances d'avoir un vêlage difficile. Donc, la femelle a moins de chances d'avoir un vêlage difficile. S'il y a des jumeaux, plus de chances d'un vêlage difficile, plus de chances d'une rétention placentaire. Okay? Tout est interrelié. Donc, si on réussit à travailler à la prévention d'une ou de plusieurs des maladies, on va avoir un impact positif sur les autres. On va être capable de diminuer les risques que la vache en développe d'autres. Quand on parle d'acétonémie, ce qui est super important puis qu'on réalise peut-être pas toujours, c'est qu'il y a différents types d'acétonémie. Puis les différents types vont affecter des vaches différemment, puis c'est surtout que la prévention puis le traitement vont être totalement différents. Donc, ça se pourrait qu'on applique un traitement, mais que les vaches ne répondent pas du tout parce qu'on n'essaye pas de traiter le bon type d'acétonémie. Okay, je vais vous montrer les deux types principaux. Type 1, type 2. C'est super facile pour s'en rappeler. Il faut juste savoir lequel qui est lequel. Okay? Type 1, je vous ai mis une Formule 1.
OK? C'est la vache qui, en début de lactation, elle veut faire du lait, puis elle décolle au lait. Sauf qu'à un moment donné, elle arrive à un point où elle n'est pas capable de manger assez d'énergie pour sa production de lait. Donc, c'est de l'acétonémie qui va arriver parce que sa production est plus grande que sa consommation. Le type 2, je vous ai mis une petite vache grasse. Il faut juste faire attention parce qu'il n'y a pas juste les vaches grasses qui sont affectées du type 2. Okay, le type 2, c'est n'importe quelle vache qui a une diminution de la consommation avant le vêlage ou qui commence à mobiliser ses réserves. Donc, qui a un gros stress, qui a des problèmes, n'importe quoi qui arrive avant le vêlage puis qui la dérange, elle va commencer à maigrir tranquillement avant le vêlage sans qu'on s'en rende compte. Puis cette vache-là va être problématique. L'acétonémie de type 2, c'est la forme la plus prévalente qu'on a. Donc, c'est celle la plus populaire présentement au Québec. Puis c'est celle qui cause le plus de dommages. Puis c'est ça que je vais essayer de vous montrer pour vous convaincre de travailler à la prévenir. Okay, quand on donne du glycol, ces vaches-là vont répondre au glycol. Ces vaches-là ne répondront pas au glycol. Donc, en plus d'être la plus populaire, la plus problématique, les vaches ne répondent pratiquement pas au traitement. Donc, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Ça, c'est vos données de Cétolab. Donc, vous savez que chez Valacta, on analyse le BHB directement dans le lait. Le BHB, c'est un des indicateurs d'acétonémie. Donc, en même temps qu'on analyse le gras et la protéine, on peut analyser l'indicateur d'acétonémie puis sortir des résultats. Moi, j'ai accès à toutes ces données-là, puis je brasse ça, puis je peux sortir des informations intéressantes, particulièrement pour le Québec. Donc, sur à peu près 1 demi-million de données de vaches Holstein du Québec, ça, c'est ce qu'on aperçoit dans nos troupeaux. Donc, si on prend nos premières lactations, donc nos taures qui veillent pour la première fois, 30 % de nos taures commencent la lactation en acétonémie. Donc, 30 % de nos taures sont déjà hypothéquées quand elles commencent. Pourquoi est-ce que ça arrive? C'est un projet pour 2017. Je n'ai pas encore été fouillée. Je sais qu'il y a des troupeaux chez qui c'est extrêmement bas, puis il y a des troupeaux chez qui c'est encore beaucoup plus haut, mais il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe avec ces taures-là. Donc, est-ce que c'est parce qu'on les prépare pas bien? Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas bien développées? Est-ce que c'est parce que l'entrée dans le troupeau des vaches en lait est trop stressant puis trop demandant puis elles ne sont pas capables de le gérer? Ou est-ce que c'est simplement parce que le vêlage en soi, c'est tellement stressant puis on ne réalise pas le stress que ça cause? C'est un premier vêlage, la vache n'a aucune idée de ce qui se passe. Peut-être que c'est juste ça qui l'explique. J'ai vu la semaine passée un conférencier de la Nouvelle-Zélande qui l'a analysé dans le sang, qui moi je l'analyse dans le lait, qui est arrivé exactement à la même courbe pour les taures. Fait que s'il y a quelque chose là, peut-être métabolique, qui nous reste à expliquer, mais souvent, sinon, dans les autres articles scientifiques, on n'a pas beaucoup de données sur les taures, c'est toujours juste les vaches qui sont testées. Si on regarde les vaches, les deuxièmes lactations, puis les troisièmes lactations et plus, ça suit un peu la même courbe. Donc, l'incidence maximale est plus autour de 10 jours en lait. Puis, les deuxièmes lactations en font un peu moins que les troisièmes lactations et plus. Okay, ça, c'est tout à fait normal, c'est ce à quoi ça s'attend. Ce qui est surprenant aussi, c'est qu'au jour en lait 35, on a encore là, quelque part entre 16 et 20 % de nos vaches qui sont encore positives. Donc, l'acétonémie, on a toujours pensé que c'était un problème de début de lactation, mais on a des cas qui traînent. Okay? Soit des vaches qui ne guérissent pas ou d'autres cas qui réapparaissent plus tard en lactation. Donc, il ne faut vraiment pas négliger l'importance de cette maladie-là. Dans les troupeaux, ça a l'air de quoi? On a des troupeaux qui performent extrêmement bien, qui ont à peu près 0 %. Nos moyennes de troupeaux sont autour de 21 %. Puis on a des troupeaux où on a un problème majeur d'acétonémie. Ça ici, c'est l'acétonémie testée dans les échantillons du contrôle laitier, ce qui veut dire, disons, un test par mois. Il y a des vaches là-dedans qui font des cas d'acétonémie, mais qu'on ne testera pas au contrôle laitier parce que ça va tomber entre deux tests. Okay? Par exemple, si on teste le premier du mois puis que la vache fait une acétonémie le 15, celle-là, on risque de ne pas la détecter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, sur votre rapport de Cétolab ou ces données-là ici, en théorie, il faudrait les multiplier au moins par 2,2. Ce qui veut dire que les troupeaux qui sont environ à 40 % en moyenne, à tous les mois, 40 % des vaches qui sortent positives, ont probablement 100 % des vaches qui font de l'acétonémie dans le troupeau. Donc, c'est un problème majeur dans certains de nos troupeaux. Quel impact est-ce que ça a? Ça diminue la production de lait. Je pense que tout le monde le sait, une vache en acétonémie mange moins, va faire moins de lait. Ce qu'on réalise peut-être moins, c'est les impacts à long terme. Okay? Ça, c'est l'intervalle entre la première saillie puis la conception. Donc, chez nos premiers veaux, le sulfure, les lettres, okay, on compare le vert avec le rouge. Fait que les vaches qui sont négatives aux vaches qui sont positives, 9 jours de plus entre la première saillie puis la conception. Chez les deuxièmes lactations et plus, 24 jours de plus pour les vaches qui sont positives, qui ont de l'acétonémie. Ça veut dire que ces vaches-là sont retardées de plus qu'un cycle.
Donc, il y a vraiment un impact à long terme pour nos vaches. Je n'ai pas tout à fait finalisé les données, mais il y a un impact sur le taux de réforme. À peu près le double de vaches vont être réformées dans le premier 60 jours en lait, chez les vaches positives que chez les vaches négatives. Donc, beaucoup plus de vaches qui vont quitter parce qu'elles ne sont pas capables de reprendre le dessus. J'ai analysé la reproduction un peu différemment. Là, ce n'est pas super clair, mais si on prend par exemple le pourcentage de vaches gestantes, 150 jours en lait, 58 % des vaches positives, donc les vaches qui font de l'acétonémie, vont être gestantes à 150 jours en lait. Chez les vaches qui ne font pas d'acétonémie, c'est 70 % des vaches qui vont être gestantes. Donc, vous voyez, à 50 jours en lait, on vient de perdre, il y a 22 % des vaches de plus ou de moins, selon comment on le regarde, là, mais qui vont être gestantes à cause qu'elles ont fait de l'acétonémie en début de lactation. Donc, ça vaut la peine d'essayer de le contrôler, puis surtout de savoir comment c'est dans notre troupeau pour savoir si on a un problème à régler. Comment est-ce qu'on fait pour le prévenir? Je vous le présente séparément pour les deux types. Donc, premièrement, pour le type 1, la Formule 1, la vache qui mange plus que ce qu'elle est capable qui produit plus que ce qu'elle est capable de manger, ça va jouer dans tout ce qui se passe en début de lactation, qui est l'alimentation, la régie en début de lactation. Il faut fournir suffisamment d'énergie à cette vache-là, autant en densité, donc en concentration d'énergie, qu'en quantité. Là, je vous ai mis une petite image. Ça ici, c'est pas assez. Okay? Les intervenants, vous allez rire, vous avez sûrement déjà tous vécu ça. Il est 9 h le matin, on rentre dans une étable, ça va pas bien avec les taris, la mangeoire a l'air de ça. Le producteur nous dit « Oui, mais c'est jamais comme ça d'habitude. Okay? C'est vraiment juste aujourd'hui que les vaches ont mangé beaucoup. » Ça, c'est définitivement inacceptable. Si on veut que nos vaches fassent du lait, il faut qu'on leur donne à manger. Okay? La vache, il faut qu'elle puisse transformer quelque chose pour en faire du lait. Donc, il faut vraiment qu'elle ait assez à manger pour le faire. Les autres choses que ça prend en début de lactation, des rations bien balancées, puis surveiller la compétition. On en a parlé tantôt, ces vaches-là ont besoin de place, elles ont besoin de manger. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait pas une grosse dominante qui tasse tout le monde à la mangeoire, parce que là aussi, ça va avoir des impacts négatifs. Composition des rations, on va y revenir tantôt là, dans quelques diapos. L'acétonémie de type 2, donc les vaches qui commencent à maigrir avant le vêlage. Notre problème présentement au Québec, ça ici. Comment est-ce qu'on fait pour le prévenir? Simplement éviter la chute de consommation avant le vêlage. C'est super simple à dire, un petit peu plus dur à faire. Un des points importants, éviter les excès d'énergie en début de tarissement. Okay? Si vous avez 2 rations de tarissement, votre ration tari-tari, ce qu'on donne du jour moins 60 au jour moins 21, il ne faut pas qu'il y ait trop d'énergie là-dedans. Les vaches vont s'en sortir mieux si elles mangent un petit peu en dessous de leurs besoins que si elles mangent un petit peu au-dessus de leurs besoins. Okay? Il ne faut absolument pas dépasser les besoins. J'ai écrit pour les Holstein 15 mégacals par jour, des rations à 1,35, 1,54. C'est cute comme chiffre, mais il faut savoir combien que la vache elle mange. Parce qu'une ration à 1,50, 1,40, 1,30, si la vache mange 10 kg ou si elle en mange 15, elle mange pas mal plus d'énergie. Okay? Fait qu'essayez de faire le calcul en mégacalories par jour pour voir combien il y en a au total qui rentre dans cette vache-là dans une journée. Validez la consommation pour vous assurer de bien balancer les rations. Évitez tous les stress qui ne sont pas nécessaires. Des fois, on n'a pas le choix, mais évitez tout ce qui est inutile. Tous les changements de place, la compétition, les aliments qui ne goûtent pas bon, tout ça va faire chuter la consommation avant le vêlage, puis c'est ce qu'on veut éviter. Puis maximiser le confort des vaches. On l'a vu tantôt dans les critères qui affectent les performances de transition. La surface, la dimension, puis l'accès à la mangeoire sont des points vraiment importants pour maximiser la consommation. Je vous mets un exemple ici de comment c'est les deux outils, l'indice de transition, l'analyse de l'acétonémie, comment est-ce que ça peut fonctionner ensemble puis aider à trouver des problèmes, puis surtout les corriger. Ça ici, c'est un troupeau que, disons, c'était au mois d'octobre. On s'est rendu compte que l'indice de transition, je ne vous ai pas mis le avant bien longtemps, là, mais l'indice de transition était autour de 0. Donc, en moyenne, les vaches partaient correctes, mais il y avait moyen de faire mieux. Puis, au niveau de l'acétonémie, c'est 2 troupeaux séparés. Pardon, j'ai changé mes diapos. 2 troupeaux séparés. Celui-là ici, donc, l'indice de transition était environ en moyenne. Puis, le conseiller a décidé d'aller valider qu'est-ce qu'il y avait comme énergie dans la ration des vaches en tarissement. Donc, de diminuer l'énergie qui était en excès, dans la moins 60 à moins 21, pour réussir à juste répondre aux besoins des vaches, puis regarder comment les vaches se sont mis à décoller mieux tout de suite après le changement. Un autre ici, où ce qu'on a fait, c'est que les vaches étaient gardées sur le groupe 2 longtemps.
Des fois, on a peur de donner assez d'énergie à nos vaches. On a peur qu'elles tombent en acidose. On a tendance à les mettre sur la ration du groupe 2 pendant 3, 4 semaines pour être sûr d'être correct. C'est un danger, ça aussi, parce que si on ne leur donne pas l'énergie assez rapidement, elles ne seront pas capables de subvenir à leurs besoins, elles ne seront pas capables de consommer assez. Puis ici, une fois qu'on a gardé cette ration-là du groupe 2, mais on l'a donnée seulement 10 jours au lieu de la donner 3 semaines, regardez l'impact que ça a eu sur l'indice de transition, c'est remonté en haut. Donc, il y a encore quelques vaches qui n'étaient pas optimales là-dedans, mais on voit que rapidement, les outils vont réagir, l'indice va réagir, puis ça nous permet de voir que le changement qu'on vient de faire, ça va dans la bonne direction ou ça ne va pas dans la bonne direction. Donc, utiliser l'outil pour faire le suivi permet de réagir aussi aux changements qu'on impose, puis de corriger en s'en allant. Faire du lait avec le tarissement court, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, je devrais te poser cette question-là, mais à main levée, qui a essayé le tarissement court? Sabrina, c'est chaud au courant. OK, à main levée, qui ne veut jamais rien savoir du tarissement court? C'est celle-là que je ne devrais pas poser, peut-être? Une personne, c'est correct. Le tarissement court, est-ce que ça marche? Je ne veux pas m'attarder là-dessus, je veux juste vous montrer que ça peut marcher si c'est bien fait, mais je suis d'accord que ce n'est peut-être pas la situation optimale pour chacune des fermes. Okay? Ça dépend de plusieurs points, mais si on l'applique bien, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Encore une fois, les données sont petites, fait que même moi, je vais m'approcher. Un troupeau ici, une moyenne de jours taris d'environ 45 jours, moyenne de production à 11 000 kg. Okay? Si on va là, j'étais à 40,7, à 4,2, 3,3 de composantes. Donc, un troupeau qui est quand même très performant, qui a une moyenne de durée de tarissement de 45 jours, puis si j'y vais par groupe de parité, là, c'est 46, 45, 46. Okay? Ils sont pile dessus. Regardez qu'est-ce qu'ils font comme répartition du tarissement. Okay? Puis quand je dis que ce n'est pas la situation partout, ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner pour toutes les vaches d'un troupeau. Des fois, il faut faire des négociations, il faut y aller un peu intermédiaire. Ce que ce troupeau-là fait, c'est 44 de ses vaches sont pas mal pile sur le 35 jours. Ensuite, il y a quelques vaches qui tombent dans d'autres zones autour. Okay? Mais grosso modo, la moitié de leur troupeau est dessus, puis pour les autres vaches, ils ont une régie appropriée puis une régie différente. Donc, quelques trucs pour que ça marche, vraiment très en bref. Quelles vaches est-ce qui peuvent faire du tarissement court? Habituellement, ce que les producteurs disent qui marche le mieux, c'est les vaches qui font encore au moins 25 kg 60 jours avant le vêlage. Okay, donc, la décision de faire du tarissement court devrait être un peu du cas par cas, puis devrait se prendre, disons, 65 jours avant le vêlage. Okay, notre vache, elle serait attarée bientôt. On regarde où on est dans le quota, on regarde combien de lait cette vache-là produit. Si elle produit encore pas mal de lait puis qu'on a de la place dans le quota, c'est une bonne candidate pour y aller. Est-ce que les vaches en première lactation peuvent le faire? Certains producteurs le font. D'autres préfèrent le faire juste avec les deuxièmes lactations et plus, okay, au choix. Il y en a qui le font avec les premières lactations, puis ça fonctionne super bien. Les producteurs qui ont participé à mon étude, ça fait 10 ans, puis ils ont tous continué à le faire. Okay, ils ne le font pas pour toutes les vaches, ils ne le font pas nécessairement à toutes les saisons, ça dépend toujours de la situation par rapport au quota, mais ils le font autant pour les premières lactations que pour les deuxièmes et plus. Vaches maigres, vaches grasses, est-ce qu'il y a une différence? En gros, il ne semble pas avoir d'impact. En tout cas, on n'a pas de données qui prouveraient que c'est mieux pour un groupe de vaches par rapport à l'autre. Comment est-ce qu'on fait pour les tarir? Même chose que pour le tarissement conventionnel. On diminue la production à 12-15 kg de lait par jour, puis on arrête d'un coup sec. Okay, les tarissements qui s'échelonnent sur 5 ou 6 ou 7 ou 8 jours, ce n'est pas une bonne idée. Quand on parle de tarissement court ou de tarissement conventionnel, ce n'est pas une bonne idée d'étirer ça pour rien. La durée, si on fait du tarissement 35 jours, du tarissement court, on descend idéalement jusqu'à 35 jours. Si on fait du tarissement intermédiaire, du 45-50 jours, il y a plusieurs producteurs qui l'ont essayé, qui semblent dire que ça fonctionne bien. Ça peut bien fonctionner si on fait attention à l'énergie dans nos rations. Ça peut être désastreux si on ne surveille pas les niveaux d'énergie. Okay? Donc, il faut faire attention quand on s'en va dans l'intermédiaire. Mais ce n'est pas un gros non. Okay? On peut vous aider si c'est ça qui est le plus approprié pour votre ferme. L'alimentation idéale, une seule ration. Tout ce qui est aliments de transition, donc les moulées spécialisées, les sels anioniques, tout ça, il n'y a pas de problème à en donner si on est sur un tarissement de 35 jours. Si on va vers du 45-50 jours, là, peut-être pas les donner toute la durée du temps, les donner juste pour les 3 dernières semaines. Ici, si on fait du 45-50 jours, il va falloir que l'énergie soit extrêmement bien contrôlée, ce qui veut dire que des fois, on n'aura pas le choix d'aller à 2 rations à l'intérieur de 45 jours. C'est là que ça peut devenir problématique puis causer des problèmes, puis c'est là qu'il faut le surveiller.
Puis je vais vous expliquer ça en version un petit peu plus graphique là, sur la prochaine diapo. Donc, comment est-ce qu'on alimente nos vaches taries, nos vaches fraîches pour réussir à maximiser la production? C'est un peu plate, mais j'ai envie de vous dire que ça dépend. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de one size fits all, comme on dit. Par contre, il y a différentes stratégies qui peuvent très bien fonctionner, puis il faut juste l'adapter pour que ça corresponde à notre régie. Donc, ça dépend des aliments, du type d'étape, du nombre de groupes, puis il ne faut pas négliger le temps et la main-d'œuvre. Fait que des fois, faire une ration pour un groupe de plus, ça ne rentre pas dans l'horaire du producteur, donc dans ce cas-là, ce n'est pas une option. Il faut s'ajuster un peu en cas par cas. Je vous présente différentes stratégies. Ça, c'est peut-être ce qu'on voit le plus souvent, une ration de tari. 21 jours avant, on la met à ration de préparation au vêlage. Puis une fois qu'elle est vêlée, elle est sur la ration du groupe 1. C'est une stratégie qui fonctionne super bien dans certains cas. Des fois, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter un groupe de vaches fraîches avant de les mettre sur le groupe 1. Si on fait ça, attention de ne pas les garder sur le groupe de vaches fraîches ou sur le groupe de la ration du groupe 2 pendant trop longtemps. Okay, ces vaches-là, il faut quand même s'assurer de leur donner de l'énergie assez rapidement pour monter leur production. Si on parle de tarissement court, on va aller vers une seule ration pendant tout le temps du tarissement. Ça va commencer au jour moins 35, moins 40. Ce qu'on a longtemps recommandé, c'est un seul groupe de tarissement, puis ensuite directement à la ration des vaches en lait, donc à la ration du groupe 1. Dans certains cas, quand le tarissement court ne fonctionnait pas bien, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait juste rajouter un groupe de vaches fraîches. Donc, faire une petite étape intermédiaire entre les deux, ça permettait de garder les niveaux d'énergie très bas ici, faire un petit groupe intermédiaire, puis ensuite les mettre sur les rations avec les niveaux d'énergie plus hauts pour aider nos vaches à décoller. Okay, donc, c'est vraiment du cas par cas. Il faut trouver la solution idéale dans chacune des fermes. En gros, il y a quand même des critères extrêmement importants à respecter, peu importe la stratégie qu'on va utiliser. En termes d'énergie, je vous ai résumé ça sur 2 diapos. En termes d'énergie, on évite les excès en tarissement. On s'assure qu'il y a une bonne transition entre les rations. Donc, si on parle par exemple d'amidon, que d'une ration à l'autre, ça monte de 5-6 % d'amidon, il n'y a pas de problème. Si d'une ration à l'autre, on passe de 20 à 30 % d'amidon, j'exagère un peu, mettons qu'on passe de 15 à 25 % d'amidon, c'est une grosse marche pour la vache. Okay, c'est extrêmement élevé. Si on se rend compte qu'on a 10 % d'amidon de différence entre la ration de préparation vêlage et la ration du groupe 1, on est mieux de faire un groupe intermédiaire, faire un groupe de vaches fraîches pour y aller un petit peu plus graduel avant de les mettre sur la ration du groupe 1. Donc ça, c'est probablement un des points qu'on regarde peut-être pas assez souvent, mais qu'il faudrait commencer à prêter un peu plus attention. L'autre point, puis je l'ai dit, pas rester trop longtemps sur le groupe des vaches fraîches. Il ne faut pas avoir peur de leur donner de l'énergie. Okay, on a sélectionné des vaches qui sont des grosses productrices. Il faut les nourrir pour qu'elles puissent être des grosses productrices. Au niveau de protéines, tari, préparation vêlage, 12 à 15 % de protéines brutes, 1200 1300 grammes en protéines métabolisables. C'est pas mal ce qu'on voit partout dans la littérature scientifique. Début de lactation, on parle souvent que nos vaches vont être en déficit d'énergie. Il ne faut pas oublier que si on ne leur donne pas assez de protéines, elles vont mobiliser des réserves de protéines. Donc, c'est à éviter aussi. Il faut s'assurer que la ration soit bien balancée, puis s'assurer que les vaches la mangent. Donc, maximiser la consommation au début de lactation. Dans les minéraux, on le dit, on le redit, et c'est non négociable, les minéraux dans vos fourrages pour les vaches taries doivent être analysés par chimie humide. Les analyses infrarouges pour les minéraux des fourrages, c'est pas fiable, pas assez fiable pour les vaches taries. Okay? Fait que vaches taries, préparation vêlage, analyse infrarouge pour les minéraux. Le potassium est probablement le plus néfaste des minéraux, donc on fait attention au niveau. Puis, si on n'est pas capable de gérer avec le potassium ou pour prévenir les fièvres de lait, considérez l'ajout de sel anionique. En tout temps, et ce peu importe la durée ou la régie de tarissement qu'on a, maintenir la consommation avant le vêlage, puis favoriser la consommation après le vêlage. Donc, on veut que ça reste le plus stable possible, que ces vaches-là mangent tout au long de la période de transition. Donc, si je résume tout ça, si on veut faire du lait avec nos taris, puis bien partir la lactation qui s'en vient, ça nous prend un suivi rigoureux, puis ça nous prend de la prévention. Okay? Donc, le suivi rigoureux, les outils sont disponibles. On a des outils chez Valacta, il y a d'autres outils qui existent. Juste un registre de troupeaux qui est bien maintenu, puis qui est à jour, où on note tout ce qui arrive, est déjà un excellent outil de suivi. Ensuite, une fois qu'on sait c'est quoi les problèmes qu'on a dans notre troupeau, on travaille à la prévention parce que ça va toujours être plus rentable de prévenir plutôt que de traiter nos maladies métaboliques. Donc, on maximise la consommation, on maximise le confort, puis on garde le stress au minimum. C'est comme ça que nos taris vont nous aider à faire du lait. Merci.